BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, la deuxième partie de votre rendez-vous tech du week-end. Merci d'être là, merci d'être fidèle. Toujours Mélina Davansoulas, toujours Anthony Morel. Et comme promis, on va ouvrir le dossier 8K. Et autant vous dire que quand on ouvre l'armoire du 8K, ça commence à sentir un peu la naphtaline, vous savez, ces vieilles armoires là, avec des trucs dont on se rend compte que ça fait un moment qu'on ne les a pas dépliés. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, un peu tous de les ça, deux, mais c'est un peu ça quand même. Ah, c'est marrant, moi je me trouverais dans un film de science-fiction où tu ouvres une porte vers un futur et tu la refermes en fait. Ouais, tu te dis c'est pas ça. C'est pas ça que je veux. Parce que l'info, c'est ça, Anthony, c'est que la 8K dont on va dire, le porte-étendard Samsung nous vante les mérites depuis quoi, 10 ans. Ouais. Ça 10 ans en fait, la 8K, je sais pas, mais bon, je me souviens, au CES, ça fait un moment qu'on nous en parlait, en nous disant, vous allez voir, c'est le futur de la télé, la 4K, c'est de la daube, il faut passer à la 8K, vous allez voir, ça va être révolutionnaire, etc. etc. Visiblement, tout ça part en eau de boudin, comme on dit. Oui, absolument. Alors là, celui qui tire sa révérence, c'est LG, qui est une des références quand même dans le monde des télés, et qui dit, la 8K, en fait, on arrête tout simplement parce que ça prend pas, quoi. Personne n'en veut en réalité. Et tu as raison de dire qu'on nous l'a vendu, survendu, survendu sur tous les salons tech depuis quelques années, effectivement, où tu allais... Ah là, c'est extraordinaire, un niveau de résolution, regardez ça. Mais regardez, approchez-vous, vous allez voir, on voit plus le pixel. Ouais, mais ça. En général, je suis pas aussi près de la télé quand même. Alors, c'est ça. En fait, tu mets le doigt dessus. C'est-à-dire vraiment les deux problèmes qu'on peut identifier et qui font que le 8K est pour l'instant un flop, même si technologiquement, c'est vrai que c'est impressionnant, c'est des très belles télés. Mais c'est que, la différence avec la 4K dans un salon normal, avec une taille de télé normale, c'est quasiment pas perceptible ou difficilement perceptible. Et donc, du coup, est-ce que tu vas payer 2 fois plus cher ta télé ou même plus juste pour avoir un tout petit peu mieux et encore, parce qu'il y a des tests qui ont été réalisés et à l'œil nu, en réalité, tu ne vois quasiment pas la différence. Oui, c'est-à-dire que l'œil humain oui. n'a pas la capacité de percevoir la différence. À part si tu as un écran de plus de 2 mètres de diagonale et que tu es très près, ce qui est quand même des conditions qui sont relativement rares pour n'importe qui, si tu veux. Voilà. Un écran de 2 mètres de diagonale. Dans ton salon de 130 mètres carrés, oui, c'est bien. ça. Nickel, faut vraiment avoir les... bien sûr. Je ne vois pas où est votre problème. Mais c'est clair, tu vois, donc c'est déjà un petit peu compliqué. Le deuxième problème, il est évident, c'est qu'il n'y a pas de contenu. Il n'y a rien pour regarder. En 8K, qu'est-ce qu'il y a en 8K aujourd'hui ? Il n'y a que dalle, tout simplement. Parce tu exagères, il y a plein de mannequins qui mangent des pastèques. De papillons. Ou des ananas, ou des papillons, des trucs comme ça. Il y a plein de trucs. La télé s'y met pas. La télé s'y met pas. Ça coûte hyper cher en plus. C'est pas possible en fait de faire produire des... en général, la session test, on se souvient tous du lancement de la 4K quand on était 7 ans reculés avant que la 4K... Ce sont les événements sportifs. Quand un événement sportif est testé, notamment par France Télévisions qui avait fait ça beaucoup, ils testaient les nouvelles résolutions en disant aux gens, en gros, on vous file un beau produit d'appel. Est-ce que vous avez entendu parler de programmes en 8K Il y en a peut-être, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, parce que là, les gens, sinon, vous m'envoyez des messages d'insultes. Non, il y en a au Japon. La NHK a produit pas mal de programmes en 8K, mais eux, c'est un peu leur... Oui, mais c'est un laboratoire géant. Parce qu'ils ont des caméras, ils ont Sony derrière, voilà. Sony, en fait, fabrique des caméras, etc. Mais tu vois, en général, là, il y a les JO, il y a la Coupe du Monde, on n'entend pas encore parler de choses comme ça. Et c'est marrant. Mais je vais te dire un truc, excuse-moi, je te coupe. La 4K à la télé, c'est rare. Mais, à part Netflix, à part Amazon, enfin à part toutes les plateformes, si tu payes plus cher. Si tu prends l'abonnement premium, avec toutes les options, etc. Et quelques jeux. Mais c'est vrai que c'est pas. Tu prends TF1, France Télévisions, M6. Alors oui, il y a quelques programmes rarissimes qui sont diffusés en 4K, mais la plupart du temps, c'est de l'upscale. Ils ont tenté des chaînes dédiées. Tu sais, tu as toutes ces chaînes qui étaient censées te faire les mêmes programmes mais en super plus qualité. Tu vas les chercher en canal 350 sur tes box. Donc, c'est que derrière, il n'y a pas forcément une appétence pour... la 8K, c'est compliqué. Et là, pour que LG... je dis, il y a 2 gros leaders télé, quand ils veulent généraliser et qui vendent le plus de modèles, c'est LG et Samsung. Si LG se dit, on met en pause, franchement, ce n'est pas un bon signal. Ça veut dire qu'avant plusieurs années, on n'entendra pas parler de 8K. Ouais, et puis même on se dit, est-ce que finalement il n'y aura pas un autre saut technologique En fait, le truc, c'est que ça s'est un petit peu décalé. C'est-à-dire qu'on voit que l'innovation maintenant, elle est plus sur la guerre des pixels, elle n'a plus tellement de sens. Non, de toute façon. Donc ça va plutôt jouer sur la colorimétrie, sur la profondeur des noirs, par exemple. HDR, tout ça. Le HDR. Voilà, il y a plein de choses qui sont en train d'arriver et qui peuvent quand même améliorer l'image sans aller sur cette augmentation de la résolution qui finalement, moi je vais être tout à fait honnête, et je ne sais pas si c'est pareil pour vous,
vous, mais quand on allait sur ces salons et qu'on nous montrait les écrans 8K, j'aurais été bien en peine en fait de vous dire à l'œil nu si c'était de la 4K ou de la 8K et si l'écran était mieux que celui que j'avais vu l'année d'avant. Enfin, franchement, en fait, tu vois la différence, mais c'est complètement biaisé parce qu'il faut être près de l'écran. Et quand tu vois une image 8K, que tu es près de l'écran, tu le vois parce que effectivement, tu vois quasiment plus les pixels. Mais qui a le nez collé sur un écran de 2 mètres ? C'est tout le problème. C'est impossible, tu vois. C'était vraiment la techno qu'on nous a vendue, mais qui finalement avait pas une valeur. Enfin, la valeur pour le consommateur, au final, elle était pas. Et tu vois, c'est rigolo parce que tu parlais de cette surenchère de pixels. Ça me fait tellement penser au marché de la photo numérique il y a quelques années, où il y a eu une flambée des mégapixels et on se retrouvait avec des téléphones, pas des téléphones, même des appareils photo, même des compacts, à l'époque où il y avait les compacts, où on passait de 4 mégapixels, là on passe à 12. Vous allez voir, c'est génial. Et en fait, tu prenais des clichés et tu voyais pas la différence. Et parfois, même l'image était moins bonne parce qu'il y avait moins de lumière, etc., etc. Donc finalement, c'est rigolo parce que ces surenchères comme ça technologiques, on les voit dans divers secteurs. Mais je pense qu'en fait, on arrive au bout d'une logique aussi qui est commerciale. C'est-à-dire qu'en gros, il faut aussi, du point de vue de ces fabricants, qu'il y ait un argument marketing pour nous vendre le truc. Et donc, les pixels en plus, c'était un moyen de dire, de justifier le fait de sortir un nouveau modèle tous les ans et de dire, vous allez le payer probablement plus cher. Sauf qu'à un moment, on arrive à un plafond où, de toute façon, pour le consommateur, ça sert à rien d'avoir plus. Voilà, concrètement, vraiment, il n'y a pas d'impact réel. Donc, tu peux continuer à ajouter des pixels, en fait, si on les voit pas, bon. Mais la bataille, elle se joue ailleurs. On le voit, nous, sur les salons. C'est-à-dire que oui, il y a une époque, regardez la 4K, tout le monde va passer à la 4K, c'est le futur, la 8K. Aujourd'hui, ils sont déjà en train d'essayer de faire passer tout le monde à l'OLED, ce qui est compliqué. Donc, ils nous ont inventé les QLED, mini-LED et tout team. On est plutôt sur une baston micro-LED, mini-LED. Qu'est-ce que vous préférez ? Les RGB qu'on a vus, toutes les nouvelles dates. Donc, la 8K, c'était beau, c'était un chiffre, comme dit Anthony, mais ça n'intéresse personne. Non, mais c'est clair. Et ils n'arrivent même pas à communiquer la différence aux gens. Mais vous savez, il y avait un truc aussi, il y avait une démo que m'avait montré, je ne sais plus quel constructeur, avec HDR ou sans HDR. Et finalement, le plus impressionnant comme technologie, c'est pas la définition de l'image, c'est le HDR. Et il y avait justement un écran qui était 1080p HDR et une télé 4K sans HDR. Et crois-moi, la qualité d'image du 1080p HDR était plus impressionnante parce qu'en fait, ça faisait ressortir les contrastes, ça flattait en fait l'œil, et l'œil être flatté. Aime être flatté. Et là, si tu veux, tu avais une 4K qui était très propre, mais qui était un peu fade. Et le 1080p HDR, là, ça pétait dans tous les sens. Et tu te rends compte que finalement, c'est plus là-dessus, tu vois, qu'il faut se battre sur le traitement d'image que sur la flambée des pixels. Mais intéressant. Puis, ça va être intéressant de voir ce que va faire Samsung. Mais moi, à mon avis, ils vont prendre la même voie. Sauf qu'ils ne seront pas les premiers, donc ce ne sera pas de leur faute. Mais après, il faut quand même être aussi... C'était les premiers, non sur la Non, mais ils ne seront pas les premiers à avoir abandonné. Ah oui, je veux dire, d'accord. Il ne faut quand même pas oublier un truc. La 8K, ça concerne combien de personnes qui ont acheté une télé 8K ? Parce qu'on parle des contenus qu'il n'y a même pas, mais je te parle, comme on parlait tout à l'heure pour les clients, les early adopters. Enfin, on parle d'une niche. À mon avis, pour LG, c'était une perte financière importante. Qu'est-ce que tu vas créer des télés pour 3 personnes qui t'achètent ça dans l'année ? Il y avait un discours marketing bizarre. Oui, on va upscaler votre image 4K, ça va être aussi beau que la 8K, etc. Mais en fait, on s'en fout, quoi. C'est une bonne télé cathodique. Voilà, une bonne télé 4K, HDR. Voilà. Non, mais c'est ça, une bonne télé 4K HDR ou même Dolby Vision si vous pouvez, parce que c'est vraiment impressionnant. C'est l'expérience qui compte. L'expérience, c'est un ensemble de choses. C'est l'image et le son. Le reste. Voilà pour la 8K. Merci beaucoup. Au revoir la 8K. On t'enterre avec plaisir. Au cimetière de la tech. Au cimetière de la tech. Avec la télé 3D, tiens. À côté de la télé 3D, les lunettes 3D. Voilà. Ça, c'était encore un grand moment. Hein. Mais je crois plus au réveil un jour de la 8K pour des questions d'amélioration technologique. Enfin, la 3D revient cycliquement toutes les 50 ans. Si, je suis d'accord. Mais vous savez, je pense que la 8K est pas morte, je pense qu'elle va être dormante. Mais la 3D, c'est pas mal. Enfin, on s'éloigne un peu du truc. La 3D, c'est pas mal sur des très grands écrans et avec des films waouh, quoi. Là, c'est vraiment bluffant. Mais c'est vrai que tu ne vas pas investir dans une technologie qui coûte cher pour regarder 1 ou 2 films par an, quoi. C'est ça le problème. Vous regarder des QJMM en 3D, mais pas grand-chose. Voilà, nous en 3D, ça va être... Ouais, alors là, en 3D, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur des programmes, quoi, des divertissements. Ça peut même, pour ma part, se transformer peut-être en film d'horreur. Oh, mais dis pas ça. J'exagère un peu. On enchaîne avec ce comparatif de CNET. Anthony, que tu as scruté à la loupe. En fait, CNET, qui est un peu le concurrent de ce qu'on fait aux États-Unis. Nos confrères et concurrents. Voilà, qu'on aime bien. Ils ont passé au crible 35 smartphones. Et en fait, le critère le plus important, c'était l'autonomie. Oui.
Et c'est intéressant de voir eh bien, le résultat de tout cela, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on vante les mérites de l'appareil photo, on vante les mérites de l'écran, etc. Mais l'un des les principaux critères d'achat aujourd'hui, pour nous tous, c'est l'autonomie. On Absolument. est d'accord? C'est tout à fait ça. Ça reste le critère d'achat numéro 1, avec l'appareil photo, mais c'est les deux qui reviennent en premier, et puis le prix, évidemment. Et donc, ils ont fait deux tests, un benchmark en fait, de 35 smartphones. Je vous donne les tests qu'ils ont réalisés. Le premier test, c'était un test de 3 heures où ils streamaient une vidéo avec l'écran en full luminosité. Voilà, merci, parce que j'ai l'article en anglais sous les yeux, donc pardon. Et avec une batterie qui commence à 100%, ça c'était le premier test. Et le deuxième test, c'était on jouait à fond pendant 45 minutes à des jeux, on stream des vidéos, on scrolle des réseaux sociaux et on prend un appel en visio avec la batterie qui commence à 100%. Et sur les deux tests, enfin, si on fait la moyenne, il y a deux marques qui vraiment ressortent du lot comme ayant la meilleure autonomie aujourd'hui. C'est Apple et OnePlus. Voilà. Donc c'est les deux marques qui sont vraiment pour l'instant Ils sortent du lot qui sortent vraiment en du termes lot. d'autonomie pure. En termes d'autonomie pure, le modèle qui est vraiment le numéro 1, c'est l'iPhone 17 Pro Max. Et ensuite, tu as des modèles de OnePlus, alors que je connaissais un petit peu moins. Tu avais le OnePlus 16, je crois, notamment, qui était très très bien classé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as deux stratégies technologiques qui sont complètement différentes. C'est-à-dire que Apple, leur force, c'est d'avoir travaillé sur l'optimisation du processeur. La frugalité technique de leur téléphone. C'est ça. Alors que du côté des Chinois, je parle de OnePlus, mais c'est vrai aussi chez Oppo, et d'ailleurs OnePlus appartient à Oppo, c'est ça. Eh bien, c'est le fait d'être passé aux batteries silicium-carbone, dont on a déjà eu l'occasion de parler, qui ajoutent en fait en densité énergétique et qui font que sur un même volume de batterie, on va pouvoir avoir plus d'autonomie et donc plus d'heures d'utilisation, notamment en utilisation. C'est intéressant comme comparaison. Donc c'est intéressant, je trouve, parce qu'on voit que Apple, qui n'est pas encore passé à cette nouvelle norme technologique, sur lesquelles on a encore des petites interrogations, notamment sur la durée de vie de ces batteries, est-ce qu'au bout de 100, 200 cycles de charge, ça va s'abîmer, etc. Donc je pense qu'ils observent encore un petit peu. D'ailleurs, tu parlais il y a 2 semaines dans De quoi je mêle du fameux Realme, qui a une batterie monstrueuse. Tout à fait. Qui utilise du 10 000 mAh. Celui qu'on a montré la semaine dernière, c'est à 10 001, et qui est exactement pour ça. Pourquoi est-ce qu'il est aussi fin? Parce que c'est ça aussi la force de cette batterie, c'est de permettre une finesse, et donc ils ont de la marge pour en mettre. On se retrouve à 10 000, c'est un peu too much, on est d'accord. Mais le jour où Apple va intégrer cette technologie, avec leur on va dire, optimisation de dépenses énergétiques sur leur téléphone, ça va être hyper intéressant. OnePlus n'est pas le roi de l'optimisation. Parce que le problème, l'avantage d'Apple, c'est qu'ils font tout de bout en bout. Et bien sûr. Donc quand vous avez le hardware et que soudainement votre batterie elle flanche parce que le logiciel a fait n'importe quoi, vous allez taper à la porte à côté. C'est quand même beaucoup plus simple pour travailler ensemble. Dis-moi, tu consommes un peu trop d'énergie là, tu peux baisser un peu s'il te plaît? Ouais, c'est ça. Quand c'est Android, il faut aller... Robert, l'appareil photo là, c'est pas possible. Parce que j'ai regardé à vite fait l'étude d'Anthony, il y a quand même quelque chose qui est intéressant, c'est l'iPhone 17 qui est deuxième. Oui, c'est ça. L'iPhone 17, par rapport au OnePlus, c'est une batterie 2 fois moindre. Waouh. C'est pour vous dire la force d'optimisation. Les seuls qui sont capables de le faire aujourd'hui, c'est Google avec ses pixels, mais la batterie, c'est pas trop leur fort, et Apple, parce qu'ils ont la main sur toute la chaîne. Donc OnePlus, c'est la batterie. La batterie à 7300. 7300, c'est énorme. Donc ils peuvent avoir avec une technologie sur le 17 Pro Max, c'est 5000, je crois, la batterie, non? Un truc comme ça. C'est 5000 et 3690 pour le 17. C'est dire la puissance de l'optimisation. C'est une force dingue. Dans le classement, donc pour donner la suite, 3e et 4e, c'est Motorola et Samsung. Effectivement, Pixel, ils sont un peu loin. C'est pas forcément leur force. Samsung, ça a longtemps pas été leur force. Oui, c'est vrai. Mais alors après, Samsung, c'est pareil. Il y a tellement de modèles. Il y a tellement de modèles. J'ai pas fait le distinguo là. Vraiment, on a juste les marques. Et ce qu'ils précisent aussi, parce qu'ils ont fait des tests avec des modèles donc de cette année et comparés avec des modèles de l'année dernière, et ils disent que vraiment, il y a, pour ainsi dire, pas de différence, et que donc si votre priorité quand vous achetez le téléphone, c'est l'autonomie. Vous embêtez pas à acheter le dernier modèle, quoi. En fait, acheter celui de l'année dernière, ça fera vraiment tout à fait l'affaire. Voilà. Qualcomm est un acteur aussi influent sur les batteries, on ne le répète pas assez, mais un gros travail d'optimisation, d'amélioration de la batterie de vos smartphones tous les ans. C'est la grosse source de consommation d'énergie. C'est la puce Snapdragon de ces appareils-là, en général. Mediatek bosse aussi un peu, mais Snapdragon a fait vraiment ces dernières années des progrès d'optimisation tout seul. Donc tous les smartphones qui en profitent, les Samsung haut de gamme, les Motorola haut de gamme aussi, ils ont vraiment gagné. Nous, on le voit en test, ils ont vraiment gagné en autonomie. Et après, en effet, comme a dit Anthony, tous les Chinois qui arrivent, notamment du groupe BBK, là, de Oppo, Realme, qui est très très fort en autonomie,
ils vont arriver avec des batteries qui vont être terribles, au nord aussi, parce que les Chinois sont très très en avance sur cette technologie-là. C'est en fait une technologie de batterie solide, d'après ce que j'ai compris. C'est une nouvelle chimie C'est ça. Oui, on en est... qui a que des avantages. Je crois que ça chauffe moins, ça se recharge plus vite et ça a une densité de stockage énergétique Exactement. plus importante. Et j'ai dit une bêtise, donc c'était pas le OnePlus 16, c'était le OnePlus Plus 15. Voilà. Ah, d'accord. 16, je sais même pas s'il est Il n'est sorti. pas encore Voilà. sorti. Donc il aura sûrement une autonomie Mais écoutez- incroyable, mais ce sera pour le benchmark de l'année prochaine. Voilà. Si vous êtes avec nous en vidéo, là, on vous a fait une magnifique infographie. Alors là, franchement, j'ai presque envie de l'imprimer et de l'accrocher chez moi, parce qu'elle est vraiment très très belle, où on voit évidemment toutes les particularités de chaque téléphone. Donc on a les modèles là, et ensuite ce que je vous ai donné, moi c'était Ouais. le classement des marques. Donc les marques c'est Apple, OnePlus, Motorola et Samsung. Et sur les modèles, donc je donne pour ceux qui nous écoutent, donc c'est iPhone 17 Pro Max, en 2 iPhone 17, en 3 OnePlus 15, en 4 c'est le Poco F7 Ultra, en 5 Apple iPhone 17 Pro, donc ils sont vraiment, ils trustent le classement, et ensuite Motorola Edge, Motorola Moto G Stylus, OnePlus 13R et OnePlus 15R, voilà, Eh bien, on a voilà. la totalité. Et surtout, il y a un truc intéressant dans ce classement, c'est qu'il y avait la course aux capacités de batterie il y a encore quelques années, où alors on nous annonçait des 6000, des 7000, des 8000 avec l'ancienne technologie. Là, on voit qu'on revient, du fait du progrès des batteries et tout, autour des 5000, qui est en général Oui, qui a longtemps été une autonomie moyenne. C'est amplement suffisant. Après, c'est des questions de gestion. On l'a dit tout à l'heure. exactement. Dans l'actualité aussi, c'est Amazon qui se fait languir avec son Alexa Plus. Mais où est-ce qu'elle est passée, cette Alexa ? Parce que franchement, là, il faudrait qu'elle prenne un avion, qu'elle vienne nous voir avec sa copine Plus, là, parce que franchement, on est très impatients. Enfin, moi, s'il y a un truc que j'ai envie vraiment de tester et de, on va dire, un peu triturer, c'est vraiment Alexa Plus. Ouais. Rappelons la promesse, c'est l'assistant vocal d'Alexa qu'on connaît depuis des années tous et toutes, mais qui serait intelligent un peu comme un ChatGPT, c'est-à-dire que vous pourriez avoir une vraie conversation, des interactions, etc., etc. Et même aller encore plus loin que ça, puisque l'idée, c'est vraiment d'intégrer l'IA agentique, donc d'avoir la possibilité de lui donner des ordres, Ouais, qu'elle ouais. réalise Oui. des actions pour nous, du genre Elle pourrait lancer des réserve-moi un applications. VTC, Ouais, ouais. elle pourrait lancer des applications, elle pourrait se connecter aussi à tout l'écosystème de la maison, donc à la fois la domotique, la télé, où tu peux lui demander, je sais pas, je veux regarder Titanic, mais mets-moi directement la scène où Leonardo DiCaprio est en train de se noyer. En train de se congeler. Ouais, pardon si je spoil pour ceux qui... Ah. Bon. Mince. Ouais, parce qu'à la fin, le bateau coule, je suis désolé. Leonardo meurt à la fin. Désolé, les amis, le bateau coule à la fin dans Ah, Titanic. zut. Mais enfin, tu vois, où tu peux, enfin, il y a vraiment plein de scénarios où tu peux vraiment avoir une interaction où tu vas lui demander de réaliser des actions pour toi. Donc la promesse est forte parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, les Echo, les Amazon, les petites enceintes connectées, elles sont complètement ringardisées. Enfin voilà, elles ont. Tu exagères un peu quand même. Si, oh bah quand même. Non. Non, mais c'est. Mais en fait, pour le moment, on ne leur demande pas d'être ChatGPT. On ne leur demande pas ça. Bah, c'était le rêve Fonctionnellement. d'Amazon à la base. Et ce sera Alexa Plus. Oui, voilà, Et c'est ça. pour le moment, on leur demande juste d'être chez vous et de fonctionner comme elles peuvent et de faire du basique. Elles sont pas d'intelligence au-delà d'un fonctionnement vraiment c'est maison comme et tout. Siri, Oui, comme mais Google attends, Home, je suis quoi. pas C'est tout à fait pareil. d'accord parce que Elle répond à des questions, mais c'est Amazon- toujours mieux que Siri. Mais... Amazon, quand ils ont lancé leurs enceintes connectées, donc c'était il y a plus de 10 ans maintenant, ils avaient cette ambition-là déjà et ils nous les vendaient comme ça parce que leur fantasme absolu, c'était de faire du voice shopping, donc d'avoir l'idée où tu peux discuter avec l'enceinte et elle va te remplir ton frigo, elle va faire tes courses et tout ça. Mais sauf que technologiquement, c'est Tu peux. absolument pas prêt. Bah, Elle te ouais, fait ta liste de courses et elle te fait tes commandes sur Amazon. Ouais, mais c'est Mais- très très compliqué. Enfin, c'est fastidieux quoi. C'est Ah non, très, mais ça, je suis très d'accord avec compliqué, toi. quoi. Mais tu vois, par exemple, ChatGPT m'allume pas les lumières chez moi. Non, bien sûr. Non, mais voilà, non. tu vois, c'est pour le moment, on est sur deux modèles et deux gammes différentes. Alexa Plus, c'est en effet la promesse de réunir le meilleur des deux mondes. Mm. Là-dessus, moi, j'avais fait des démos avec eux quand ils l'avaient annoncé. Il faut avouer que rien que dans la continuité d'usage, c'est-à-dire arrêter de dire, je le dis pas parce que sinon on va les déclencher chez tout le monde, mais le petit mot magique à chaque action, ouais, ça c'est fastidieux. En C'est revanche. clair. Ça c'est vraiment pénible. Et Alexa, il y a vraiment une compréhension en continu extrêmement rapide. Vous pouvez avoir une vraie discussion fonctionnelle pour chez vous. Ça faire plusieurs Pour la phrases de musique, suite, ouais. parce que Alexa, en fait, c'est vraiment, tu as l'impression de faire une recherche internet sur Google, c'est-à-dire qu'il faut lui parler quasiment par mots-clés. Si tu lui dis, par exemple, moi, je m'en sers, le seul usage que j'en ai, je m'en sers comme réveil. Ouais. Moi, c'est mon réveil, et donc je lui dis, je vais pas dire mot magique, sinon c'est vrai qu'après on se fait enguirlander, c'est normal. Réveille-moi à 3h15, oui, parce que je me lève à 3h15, moi, donc réveille-moi à 3h15. Et en fait, si je me plante et il faut que je me réveille un petit peu plus tard demain,
en fait, il faut que je lui redise. Je peux pas lui dire, ah bah non, en fait, réveille-moi. Faut que tu refasses ta requête. Là, ce sera fini. Là, ce sera fini. Tu auras une Ça, c'est vraie bien. discussion comme si tu étais en train de discuter avec un être humain. Ça change absolument Non, tout. c'est vraiment bien. Pour le coup, C'est vrai qu'on a hâte que ça arrive. Ouais, ça arrive et c'est intéressant parce que je sais que Google travaille là-dessus aussi avec son Home Assistant et mettre du Gemini à l'intérieur. Donc on va sans doute en 2026 nous retrouver avec un Siri boosté à Gemini, Google Home, donc Google Assistant boosté aussi à l'IA et Alexa Plus. Ça va être intéressant de faire le benchmark des trois. tout à fait. Ah, bah oui, Ça va tout à être fait. super Ça, ce sera bien. cool. Faut qu'on Vraiment. explique pourquoi on en parle cette semaine, mais parce que du coup, il y a des petites news quand même, ça avance. Ouais. À la fois aux États-Unis où c'était en version bêta et ça y est, C'est ça lancé sort, officiellement. lancé Donc tous les officiellement. Américains peuvent avoir Oui, ils Alexa peuvent y Plus. avoir. Et si vous êtes abonné Prime aux États-Unis, vous l'avez intégré gratos. Ok. Ouais. Ou alors on peut le dire autrement, si vous n'êtes pas Prime, c'est payant. Il faut parce que payer. c'était gratuit jusqu'ici quand même, Alexa. Faut pas C'était voilà, se Alexa mentir. était- C'est aussi un changement de modèle économique pour eux. Non, Mais pour Alexa Amazon. reste. Hein. Non, mais Alexa la basique version reste. gratuite, Allez, enfin dans- la version abrutie gratuite. Oui, d'accord. Non, mais Mais oui, si bien tu sûr. veux la version maline, il faut Ouais. payer. Exactement, Voilà. il faut payer et pour le coup c'est quand même $20 par Par mois, mois, ouais. donc c'est quand même une somme. C'est pas Prenez rien. l'abonnement à l'année. Voilà, donc c'est encore Alors en un France, c'est moyen. moins cher parce que l'abonnement Prime coûte moins cher. Hein. Oui, Jusqu'à quand Il est à Ouais. 90 balles, je crois, Voilà. ou un truc comme 70, ça. c'est Non, il 70, est passé à 70, 80, peut-être, je sais il a augmenté, il était avant, il était aux moins cher. États-Unis il est à 140. J'ai vu, mais c'est dingue les différences de prix. Ouais. Ouais. Je voyais en Égypte, c'est genre 8 € par an, un truc comme ça. C'est dingue. Hein. Je te jure, donc Mais vraiment oui. ils adaptent en fonction C'est à des vous marcher, marchés. ouais. Bon, j'imagine aussi en fonction, tu as peut-être plus de services aux États-Unis que tu ne peux en avoir en Égypte. Mais tout ça Mais, pour dire que ça arrive. Il est en bêta test en français Il y a des parce que c'était le Français, problème. il y a des Français qui testent en fait Alexa Plus. Exactement. Et quand on avait eu, on avait eu Panos Panay, nous, en exclusivité au CES, qui était venu nous parler, et on lui avait demandé Alexa Plus, puisqu'il nous avait annoncé que ça devait arriver en fin d'année dernière. Et donc, alors hors caméra pour rigoler, vous irez regarder l'interview en intégralité, mais moi, il m'a dit finalement, ça y est en France, puisque ça a démarré en fin d'année Ouais. en bêta. Panos Panay, Mais c'est un en petit- revanche, dans l'interview, il nous donne rendez-vous au printemps en France pour un lancement qui est en effet imminent. Et je vous le dis, voilà, en interne, ça va arriver Bon, dans en tout cas, tout est avant prêt. l'été. hein. Ils ont sorti les nouveaux Echo, enfin tout. Voilà, Tout toute est prêt, il n'y a plus qu'à. la machine est en route, mais c'est hyper intéressant. Pour terminer, il nous reste quelques minutes rapidement. Mélinda, tu as eu l'occasion de voir une enceinte made in France, en tout cas made in France, conçue en France, Exactement. d'une marque prestigieuse qui est assez intéressante. C'est Focal. Focal, c'est vraiment un spécialiste. Alors toi, ça te parle forcément, François, du son hi-fi avec un savoir-faire français artisanal. Ils sont membres du comité Colbert. Alors c'est vraiment le nec plus ultra de l'artisanat et du savoir-faire français qui rayonne à l'international. Et ils ont lancé dans leur gamme Muso. Muso, c'est vraiment ces enceintes assez compactes qui sont tout en un. Elles font amplificateur, elles font tout exactement en même temps. Et là, ils ont annoncé la Éclat. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Focal a cette image très haut de gamme d'un son d'audiophile qui aime bien les choses à l'ancienne. Ça, c'est leur pari sur l'avenir. C'est-à-dire qu'Éclat, c'est une enceinte sans fil. Vous pouvez connecter, ce n'est pas une barre de son malgré le design qu'elle a, c'est un hub tout en un. Elle va vous servir connectée à votre télé en e-arc, pour ceux qui ont une prise e-arc. Ok. Donc C'est- c'est une barre de son aussi. Elle fait barre de son tout en un. C'est un 7.1.2. Et ça vous fait vraiment un son de qualité, mais dingue, pour l'immersion pour les C'est un films. beau bébé hein, quand même. C'est hein. un beau bébé. Ça, tu la mets pas, tu Mais elle l'accroches est quand pas même, au mur sous ta télé. Ah non, tu quoi. la mets et tu mets pas ta télé dessus. Non, non, non. Elle est très design. Elle fait enceinte. Donc prête pour l'audio, prête pour les films, prête pour le jeu vidéo. Elle a un son Elle fait air vraiment. fryer aussi, c'est ça qui est Elle- cool. Parce qu'ils ont pensé T'as au truc. 15 haut-parleurs C'est chouette. dessus. C'est vrai. François, ta télé, c'est pour jusqu'à 45 mètres carrés ta pièce, ça te remplit vraiment tout. Et on a fait des écoutes de musique tout style, de vidéo, film, tout style. Le son Dolby Atmos Il est dingue. est vraiment dingue. Ah, super. Vraiment, vraiment. Et alors, elle est à 3200 €, 3300 Ah oui, euros. Ok. Quand même, parce que, oui, mais t'as rien de besoin de plus, en fait. C'est pour le même mec Je qui vous a un jure. écrant 8K de 2 mètres C'est ça. et Et un l'iPhone pliant. smartphone trifold. Non, mais- l'iPhone pliant. C'est Focal, c'est Focal. Non, Donc, mais Vous ça avez fait fait- l'émission à c'est 10 fait en 000. France, Non, mais c'est c'est bien fait sûr, C'est de la très intégralement en bonne France. qualité. Donc, T'as raison. C'est avec bien sûr. Naïm, qui est leur britannique, le fabricant d'électroacoustique britannique aussi, qui fait tout. Il y a vraiment une ingénierie qui est folle et ils veulent aller convaincre tous ces jeunes qui aiment bien l'audio, mais qui n'ont pas envie d'avoir des fils partout, qui n'ont pas envie d'avoir de complications d'installation. C'est du plug and play et ça fait tout. Vous streamez votre musique depuis votre smartphone, depuis votre tablette, depuis votre Apple Watch, si vous voulez, ou votre Samsung Galaxy Watch. Il y a vraiment cette volonté d'aller au plus simple. Et ils ont fait une application parce qu'ils se disent, bah oui, la jeune génération, si vous ne lui donnez pas d'application et vous lui mettez des fils partout, elle se barre ailleurs. Et ils ont vraiment envie, et j'aime bien, et je trouve ça hyper louable, d'offrir à ces jeunes qui aiment bien la musique un son de qualité qui est réel, vraiment pour les écoutes. Et des écoutes dans un salon, vous savez combien c'est compliqué, avec un truc qui est beau.
et de se dire aujourd'hui ils achètent ça et ils vont le garder longtemps parce qu'on veut que ce soit un produit qui est conçu pour durer, comme leurs enceintes. Et les enceintes à côté, elles sont quand même à partir de 35 000 €, je vous rappelle. Bon, Donc voilà, alors, mais très beau bébé à écouter. Voilà, saluons cette initiative de cette boîte française. Bon, 3 000 et quelques euros, je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui s'offriront ce type de truc, mais pourquoi On parlait pas. des smartphones très chers. Si tu aimes Ouais. l'audio, franchement, et là, Oui. c'est un tout en un. C'est Non, mais vraiment tout en c'est un. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci, Mélinda. Elle s'appelle comment cette enceinte? Muso Éclat, Muso Éclat avec un H. avec un H. H-E-K-L-A. hein. Merci beaucoup, Anthony. Merci à tous. Anthony Morel de la rédaction de BFM Business, Mélinda de la rédaction de BFM Tech. Ce de quoi je me mêle est terminé. On a passé évidemment 1 heure bourrée de bonnes choses. C'était super de vous retrouver. Et on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. Et puis si vous êtes avec nous en podcast audio, quelques minutes supplémentaires, je les enferme dans ce studio. Mélinda et Anthony, on va continuer la discussion avec une petite info dont on vous réserve la primeur tout de suite. Merci en tous les cas de nous suivre, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.